Bonjour, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 3 sujets. Alors, on va commencer par les invités. Cyril Benassar, bonjour. Bonjour. Anne-Laure Bonnel, bonjour. Bonjour. François Martin. Bonjour, Franck. Bonjour. Et Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Et Laurent Arthur Duplessis, c'est un homme qui a écrit pas mal de livres, une petite dizaine, hein, Oui. On est d'accord. Et qui vient, alors il est vraiment tout frais celui-ci, je ne suis pas encore certain qu'il soit distribué, mais ça ne va pas tarder. Il est en voie de lettres. Il est en voie de lettres, ok. Donc nouveau livre de Laurent Arthur Duplessis qui s'appelle « Au cœur de la Troisième Guerre mondiale ». En 2 mots, vous pouvez nous donner le sujet ? Le sujet, c'est que l'Empire américain étant de plus en plus assailli et menacé, et notamment de perdre à terme son privilège monétaire, le dollar, il fera à peu près comme tous les empires naufrageants, il fera la guerre. Okay. Et la guerre à grande échelle, car dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un empire abdiquer ses prétentions sans faire la guerre. Sans résister, autrement dit. L'Empire soviétique, cher ami. Oui, mais il y a un ricochet maintenant. C'est-à-dire on que... peut dire ça, Et puis il s'est effondré sur lui-même. Oui, Bah oui, et, c'est une façon et puis il y a un effet dérivé maintenant. Oui. Mais en fait, il n'y a pas eu de, pas eu de surenchère de guerre. Ok, alors vous avez compris, le débat commence. Néanmoins, je n'ai pas donné les sujets, donc je les donne tout de suite. Il y en a 3. Le premier, c'est, on est à 2 ans de la guerre, du début de la guerre Russie-Ukraine. Ça va être l'idée, c'est de faire une photo. Sans doute de parler également de la situation en Russie. Deuxième sujet, la crise de la paysannerie en France, et on va voir le rôle de l'Europe dans cette crise. Et troisième sujet, on est en gros à 8 mois des élections américaines. On va regarder un petit peu ce qui se passe entre Trump et Biden parce que ça a un peu bougé. Voilà, rendez-vous dans quelques secondes pour le premier sujet. À tout de suite. Deux ans, à quelques jours près, depuis le début de la guerre en Russie et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Première question, c'est quel bilan on peut en tirer? Et puis surtout, est-ce qu'on peut en tirer des perspectives? Perspectives de paix, perspectives d'invasion complète, voilà. Place de l'OTAN, place des US, le sujet est très vaste. Et je cède la parole à François Martin. Merci. Alors, il faut replacer ça dans le contexte en 2 phrases. J'ai dit à Élise Blaise il y a 2 semaines là, sur le samedi politique qu'en fait, cette rivalité, il existe une rivalité fondamentale entre les États-Unis et la Russie parce qu'il y a, par rapport à l'Europe qui est au milieu, dans le sens où les États-Unis considèrent que l'Europe leur appartient et la Russie considère que eux, ils appartiennent à l'Europe. Ils font partie de la civilisation européenne. Mais cette rivalité fondamentale ne peut pas s'arrêter. Donc, la conséquence, on peut en tirer cette conclusion et dessiner des perspectives vers la fin de la guerre, puisque on voit qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'armée ukrainienne est de l'ordre de 45 ans. Donc, je vois pas comment l'Ukraine peut gagner cette guerre. Sachant que... Même avec des appuis occidentaux. L'âge de recrutement commence à 27 ans, et qu'il y a actuellement au Parlement ukrainien la discussion pour l'abaisser, parce que 27 ans, c'est assez âgé, en fait. D'où la moyenne élevée. Elle est déjà pas respectée, puisqu'on voit des photos de soldats ukrainiens qui ont visiblement 17-18 ans. Donc il y a des plus jeunes. Mais bon, disons que... Il y a peut-être des volontaires. Si on ne rentre pas dans le cadre de ce débat, ça permet d'expliquer les perspectives aujourd'hui de sortie de crise. Le principal, c'est que l'objectif de la Russie dans ce cadre-là, c'est de se raccrocher à l'Europe. Et l'objectif des États-Unis, c'est que la Russie ne se rapproche pas de l'Europe, de maintenir sous une certaine forme une nouvelle forme de rideau de fer. Parce que la Russie plus l'Europe, ça peut faire pièce aux États-Unis. Donc l'objectif des États-Unis a toujours été d'empêcher que la Russie et l'Europe se rejoignent. Donc ça veut dire que, premièrement, il y a
quatre scénarios. L'un, c'est la guerre nucléaire. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que les deux principaux belligérants, Russie et États-Unis, font très attention à maintenir le conflit à l'intérieur du territoire ukrainien, justement parce qu'ils craignent la guerre mondiale. Parce que pourquoi le maintenir au niveau du territoire ukrainien? On va en parler. Le deuxième, c'est la paix. Je pense qu'il n'est pas plus possible que le premier parce que ce ne sont pas les Russes qui veulent faire la paix, mais ce sont les Américains qui ne veulent pas qu'il y ait la paix parce que s'il y a la paix, le lendemain, Scholz et Macron vont en Russie en disant puisqu'il y a la paix, redonne-nous du gaz pas cher, redonne-nous ton marché, etc. Donc les États-Unis... Les Ukrainiens ne veulent pas de la paix non plus. Donc, pour faire la paix, il faut être deux. À supposer qu'il y ait à la place en Ukraine un dirigeant qui veuille bien faire la paix. Je pense qu'il n'y aura pas de paix parce que les Américains ne veulent pas. Okay. Ensuite, il reste la non-belligérance, c'est-à-dire un système à la coréenne, pas de paix, mais une non-belligérance. Une glaciation. Voilà. Et là, il y a deux formes. Il y a la douce et la dure. Ouais. La douce, c'est... Là, à la coréenne, on ne se tire pas dessus, on se met d'accord. Mais si on fait ça, la question qui va se poser immédiatement, c'est à quoi sert l'OTAN ? Et le risque pour les Américains, c'est que l'OTAN, dont le principal objectif, c'est d'asservir l'Europe, soit remise en cause par un certain nombre de pays. Donc, à mon avis, le scénario le plus propice, et je m'arrête, c'est la transition dure, c'est-à-dire d'hystériser l'Europe pour qu'on reste dans une situation de non-belligérance, mais qu'on dise attention, Poutine, c'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ok, Cyril Benassar, vous êtes d'accord que faire la guerre pour la Russie, c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'Europe? Parce que c'est une partie du raisonnement de François Martin. Non, moi, j'ai pas le sentiment que la Russie ait envie d'entrer dans l'Europe, ou même ait le sentiment d'en faire partie. On a un discours de Poutine sur l'Europe qui est très sévère. Pour nous, on fait partie de l'Occident décadent, féminisé, du pays des LGBT. C'est vraiment pas un modèle pour lui. Il nous prend pour des faibles qu'il faut intimider, et puis si l'occasion se présente et si les besoins s'en font sentir, peut-être écraser. Donc j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait ce mouvement-là, cet élan-là. Pour les États-Unis, c'est un peu la même chose. Pour eux, la vieille Europe, ils en ont marre. Ils en ont assez. Ils sont intervenus 3 ou 4 fois au XXe siècle pour nous voler à notre secours. Et maintenant, ils nous font savoir, ça a été les propos de Trump, on pourrait peut-être y revenir, je pense qu'il y a beaucoup de bluff là-dedans. Je ne crois pas qu'ils veuillent abandonner l'OTAN en réalité. Mais pour nous faire savoir qu'il était temps qu'on se débrouille nous-mêmes, parce qu'ils en avaient assez que ça leur coûte en milliards de dollars et en vie humaine dans des interventions. De dépenser au minimum 2% du PNB en armement. Hein. Oui. Alors ça a été cette histoire de Trump avec l'OTAN. Je trouve que ça ressemble plus à un emballement médiatique en réalité qu'à la réalité des choses. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis en sketch dans un meeting une conversation qu'il avait eue avec des dirigeants européens déjà lors de son premier mandat en disant il faut augmenter vos cotisations. Il n'a pas du tout dit « je ne viendrai pas en aide à l'un d'entre eux si vous êtes attaqué ». Ça a été rajouté dans son meeting. Je parle de la première fois où il avait évoqué cette histoire. Et ça a marché parce que les Européens ont augmenté leur budget. On n'est pas tous à 2%, ce qui devrait être ce qu'il exige. Et ensuite, dans son meeting, il a mis en scène, comme il le fait toujours, en homme d'affaires, « regardez comme je suis dur dans les négociations, je les menace de les abandonner en cas de problème s'ils ne sont pas à jour de leurs cotisations, comme une compagnie d'assurance, si on n'est pas à jour, on peut ne pas être assuré. » Voilà, c'est vraiment un deal commercial dans son esprit. Mais j'ai lu une interview de Boris Johnson qui était très intéressante, où il disait qu'il ne croyait pas une seule seconde que Trump allait abandonner l'OTAN, que c'était du bluff, que c'était une espèce d'ambiguïté stratégique, de faire croire que si on ne payait pas, il abandonnerait. Je pense que c'est totalement faux. Sauf que le message de Trump vis-à-vis de Poutine, c'est en gros, c'est open bar, vous pouvez y aller, tous les pays faibles qui ne cotisent pas comme il faut, vous pouvez les envahir. C'est un peu comme ça que ça a été reçu en Europe, quand même. Ça a été reçu parce qu'on s'est accroché à ce truc qui est absolument choquant. Enfin, je veux dire, c'est comme il fait toujours, mais je crois que ça repose sur aucune réalité. D'autant que oui, c'est des propos de campagne, mais personne ne prend ça vraiment au sérieux, à part les médias occidentaux qui en font une mayonnaise. Et d'autant plus que dans son électorat, il y a quand même des républicains conservateurs pour qui la Russie, c'est plus que le rival, c'est l'ennemi héréditaire, c'est l'ennemi de toujours. Et l'idée qu'on va abandonner un pays d'Europe, ou même l'Ukraine, à la Russie, ou même n'importe quel pays, je veux dire, même l'Afghanistan, l'idée qu'on abandonnerait à la Russie, qu'on la laisserait avancer ses pions sur l'échiquier mondial, c'est totalement irréaliste. Alors, Laura Arthur Duplessis, alors, je cède la part. Merci. Alors.
de tout ce qui se passe là depuis quelques semaines, j'ai plutôt le sentiment, et je pense que certains vont être très étonnés, qu'on entre dans une nouvelle phase, plutôt d'apaisement paradoxalement, avec des négociations qui ne sauraient tarder, qui sont en cours. C'est ça où le scénario que je rejoins d'Arthur et auquel je ne m'accroche pas, on avait déjà vu ça le mois dernier, sur la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi Troisième Guerre mondiale? On entend ça sur tous les plateaux. Nous sommes en période électorale, préélectorale dans le monde entier pour tous les pays qui aujourd'hui font l'appui et le beau temps. Les Européennes arrivent, les médias s'ennuient, donc il faut effrayer l'opinion publique, etc. C'est classique, ça existe depuis la nuit des temps. Or, on a quand même des dirigeants. Personne n'est fou, ni Poutine, ni Macron. Je fais référence à la déclaration qu'il a faite hier. Sur le fait de pouvoir envoyer des soldats au sol. Évidemment qu'il ne le pense pas, ça choque tout le monde. Ça fait le chou des plateaux, ça fait de l'audimat très bien, mais il faudrait qu'on revienne sur l'analyse. Pourquoi il a dit, a certainement une raison. Mais ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on va aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord pour tirer le bilan suivant. Ça se passe très mal en Ukraine. C'est le moment de se calmer. Je pense que tout le monde est très fatigué. Il faut arriver à le faire avaler à l'opinion publique. Ça va être très difficile. Pardonnez-moi, j'emploie des mots crus. Les opinions publiques de tous bords sont révoltées parce qu'il y a énormément de pertes, beaucoup plus de pertes du côté ukrainien, même si on a du mal à le dire. On le sait, l'artillerie, c'est ce qui tue à 80% les hommes. Il y a plus d'artillerie côté russe, donc mathématiquement, il y a plus de morts côté ukrainien. Pas besoin de faire les narres. Dans le narratif, c'est... Oui, c'est le narratif, mais enfin, réfléchissez, puis vous sortez du narratif. Oui, mais tout ça, il faut parler à des militaires, ils vous le diront. Voilà, à un moment donné, il faut se mettre à réfléchir. Vous voyez, que tout le monde se calme. Que tout le monde souffle un bon coup. Okay. Et alors la négociation, qui pour négocier? On va pas avoir le choix. Déjà, les Russes vont vouloir négocier aussi à un moment ou à un autre. Ça négocie déjà en coulisses. Ils n'ont pas attendu les plateaux télé pour négocier, évidemment. Parce que tout le monde dit qu'en fait, négociation, il n'y aura pas. Il y a négociation. Tant que les élections américaines n'auront pas eu lieu. Mais c'est bientôt, c'est demain les élections américaines. Donc là, on commence à discuter. Les démocrates et les républicains, c'est à peu près la même chose. On a beau dire ce qu'on veut. C'est pas eux qui font la politique. Ça ne changera pas énormément. Ça se regarde un peu comme chien de faïence, mais c'est le Pentagone qui va décider. Le Pentagone, ça fait longtemps qu'il a pris sa décision. Il avait bien dit qu'il ne mettrait personne sur le terrain, il a mis personne. Bon, là, on arrive à un état de fait, ça n'avance plus, c'est bloqué. Il fallait tout arrêter en mars 2022. Nous avions une opportunité. Nous ne l'avons pas. C'était quoi cette opportunité de signer des accords de paix. Vous voulez dire avant la guerre? Mars ou 2022. Juste un mois après. Un mois après, les Russes et les Ukrainiens sont autour d'une table, bien entourés, à Istanbul. Ils se mettent plus ou moins d'accord sur les deux oblasts, Donetsk et Lugansk, et la Crimée. Zelensky est d'accord, a priori. Et là, je ne citerai pas de nom pour ne pas mettre le bazar. On leur dit non, on continue la guerre. Et donc, ensuite, on en arrive à 4 oblasts, à des annexions, et à 500 000 pertes en gros. Vous pensez qu'il y a eu une occasion de perdu? Enfin, je ne pense pas, tout le monde le sait. D'accord. Laurent Arthur Duplessis, merci. Je voudrais préciser une chose. Quand je parle de Troisième Guerre mondiale, j'attire l'attention sur le fait qu'il y a un globe terrestre où il y a des sources de tensions grandissantes de l'autre côté par rapport à nous, dans l'Indo-Pacifique. Et je crois que l'épicentre d'une Troisième Guerre mondiale à venir sera dans l'Indo-Pacifique, dans la rivalité économique et structurelle entre la Chine et les États-Unis. Et je dirais que ce qui se passe de ce côté-ci du globe terrestre est secondaire relativement. Et je pense que la mèche, elle est surtout dans l'Indo-Pacifique. Et le conflit là-bas est structurel. Même si le feu couve finalement relativement faiblement, parce que, sauf à ce que ça s'embrase avec Taïwan, autrement, il y a des querelles entre certains pays, l'Indonésie et la Chine, par exemple, ou le Japon et la Chine. Mais globalement, c'est quand même c'est à bas bruit, non? C'était à bas bruit la guerre d'Espagne, 36-39 aussi.
Mais ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on est en 1936 ? Est-ce qu'on est un petit peu avant ? Est-ce qu'on est un peu plus tard ? C'est très juste ce que vous dites, Arthur. J'ai eu des infos de Chine, depuis la Chine, et énormément de Chinois haut placés sont persuadés que c'est le prochain brasier. Le prochain brasier, voilà. Dans ce côté-là du monde, Oui. mais en disant que ça va débuter où ? Parce que Taïwan... Que tout va se calmer rapidement côté Ukraine, je pense, François. Mais que les Chinois regardent ce qui se passe ici, mais les Chinois ont l'œil fixé, pas seulement sur Taïwan. Taïwan, c'est une pierre d'achoppement. Mais le vrai conflit entre la Chine et les États-Unis, on le voit bien, c'est que les États-Unis, ça correspond à ce que je disais tout à l'heure, ne veulent pas céder la place de numéro 1 mondial, au point de vue monétaire, financier et économique, à les Chinois qui veulent ravir cette première place mondiale. Oui, mais qui ne sont pas en condition pour leur ravir. Ils n'arrêtent pas de progresser. Ils organisent un nouveau système monétaire international avec comme clé de voûte... Ils veulent créer un système alternatif. Le yuan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un travail de sape sur le privilège monétaire américain. Et quand on enlève le privilège monétaire américain, l'Empire américain s'écroule. Ah oui, parce qu'il est basé sur la dette et sur l'émission de dollars à volonté, en fait. Il a deux piliers, l'Empire américain. Le privilège monétaire du dollar et une puissance militaire énorme, gigantesque. Vous avez raison, mais est-ce que le yuan est passé deuxième devise mondiale, là, après a supplanté l'euro il y a 15 jours, ou c'est moi qui a fait checker ? Alors là, Là, il me semble que ça va échapper. Oui, je crois que c'est la deuxième. Il commence, voilà, exactement. D'accord. Et il y a un tournant, c'est que les pétromonarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, maintenant négocient leur pétrole vendu à la Chine en yuan, convertible en or métal. Et donc le yuan s'adosse de plus en plus, notamment à l'or métal, et les Chinois ont fait d'énormes réserves d'or depuis plusieurs décennies, et ils préparent un nouveau système monétaire international. C'est pas encore fait, il y a encore du chemin à faire, mais à Washington, on regarde ça à la loupe, et on n'aime pas ça du tout. Et donc, aussi bien à West Point que dans les académies militaires chinoises, on ne travaille que sur une chose, c'est le futur conflit États-Unis-Chine. On ne travaille que là-dessus. Et quand on voit que la marine chinoise s'enrichit chaque année d'un volume équivalent à celui de la marine française, chaque année. Bien sûr, c'est gigantesque. Et quand on voit que les percées technologiques chinoises s'améliorent, quand on voit qu'il y a des transferts maintenant de technologies entre les Russes et les Chinois sur la missilerie, etc., il y a de quoi s'inquiéter. Et aux États-Unis, on s'inquiète. Et pour les Américains, l'objectif, c'est la Chine. Ce qui se passe ici, effectivement, est secondaire. Et dites ça aux Ukrainiens. Pardon, Cyril Benassar. Il est évident, Cyril Benassar. Il apparaît évident que le prochain conflit, ce sera ces deux géants que sont les États-Unis et la Chine. Ça se passera là-bas. Mais je ne crois pas que ce soit de nature à éteindre le conflit en Ukraine. Parce que, ni même à le ralentir, je ne suis pas convaincu par votre analyse sur l'idée que. Pas l'éteindre, on sera. Le figer. Alors, même le figer. Il va devenir secondaire à terme. Secondaire à l'échelle mondiale et pour les États-Unis, mais il va quand même devenir crucial pour la Russie et pour l'Europe. Et je ne suis pas sûr du tout que l'Ukraine soit à bout de souffle. Il y a un passage à vide qui est lié uniquement au manque de livraison d'obus et d'armement qui était promis, qui était attendu, et qui fait qu'aujourd'hui, ils se battent à un obus ukrainien contre 10 ou 12 obus russes. Quand ils en étaient à un obus ukrainien contre 3 obus russes, ils leur taillaient des croupières, parce que les canons César sont beaucoup plus précis, beaucoup plus rapides. Combien il y a de canons César ? C'est un carnage. Là, oui, les Ukrainiens se font dégommer. C'est ce que je vous dis, parce qu'ils n'ont plus suffisamment d'armement pour tenir le front. Donc, ils reculent, on n'a pas tenu nos promesses. Maintenant, on a livré 30% de ce qu'on a promis. Ça peut changer très vite. Je rappelle qu'aux États-Unis, les 60 milliards qui sont attendus ne sont bloqués que par le speaker de la Chambre des représentants qui refuse de mettre ça à l'ordre du jour. Ça peut se débloquer très vite. La pression de l'opinion, la pression des républicains, la campagne électorale, le sentiment qu'il faut bouger là-dessus peut faire qu'ils le mettent à l'ordre du jour et que ce soit voté rapidement parce que l'ensemble des républicains seraient plutôt favorables à l'envoi ça, je veux dire que ça passerait. Il est évident que ce serait voté, que ça passerait. Ça changerait la donne. Par ailleurs, en Europe, le discours de Macron hier et ce conseil de guerre qui a été réuni avec 21 pays européens prouvent quand même que l'Europe prend conscience, et il y a un sursaut, et prend conscience de la gravité et des enjeux qui sont en cours. Ça n'est pas juste un petit pays anecdotique qui se fait bouffer par un gros, c'est que
ça créerait un précédent, évidemment, qui ferait qu'on ne serait pas à l'abri par les pays baltes, parce que les Russes utiliseraient le même prétexte qu'en Ukraine, avec des minorités russophones opprimées. Il y a la même chose dans les pays baltes, puis ça pourrait continuer par la Pologne, et il pourrait y avoir un embrasement comme ça. Et je pense que le discours de Macron, qui est beaucoup critiqué, et sur lequel les autres États européens se sont désolidarisés, parce qu'on sent qu'ils ont peur d'un embrasement, il est très intéressant. D'abord, ça ne portait pas uniquement là-dessus. Le discours, c'est envoyer des soldats au sol. Mais pas que. Ça n'est pas ça, si on écoute bien. Il a dit il n'y a pas de consensus sur le fait d'envoyer des troupes au sol. Donc, comme c'est une coalition, c'est une espèce de guerre à l'échelle européenne qui est en train de se mettre en place, ça ne se fera pas. Tant que les gens ne seront pas d'accord, ça ne se fera pas. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que rien n'était interdit. Il ne s'interdisait rien. En fait, c'est de l'ambiguïté stratégique. Il parle exactement comme Trump et comme Poutine. C'est-à-dire qu'on est passé, entre Macron et la Russie, on est passé de pourparlers, au début de la guerre, 16 heures passées au téléphone, à un affrontement. Ça s'oriente vers un affrontement. On voit bien que la Russie nous a désignés comme son ennemi, que ça n'est pas le contraire. Il y a des attaques dans tous les sens. Et que Macron a compris qu'il fallait maintenant prendre la hauteur et la mesure de cet affrontement et répondre de la même façon. Et quand on engage... Juste un mot pour finir. Ouais. C'est évident, tout le monde connaît ça, je veux dire, les joueurs de poker comme les commerciaux. Quand on engage un rapport de force, c'est absolument suicidaire de mettre une limite d'emblée, de dire jusqu'au-delà d'où on n'ira pas, de fixer une ligne rouge. Il faut absolument laisser planer l'ambiguïté sur le fait qu'on fera tout ce qui est nécessaire, et c'est précisément ce qu'il a dit, tout ce qui sera nécessaire pour ne pas laisser l'Ukraine perdre la guerre. Alors, ça, j'entends bien ça. Il y a eu un sujet que j'aimerais amener, c'est est-ce que maintenant, le conflit doit aller sur le territoire russe ? Est-ce qu'on doit fournir à l'Ukraine des missiles longue portée, histoire d'aller taper dans... Je voudrais attirer l'attention justement sur les risques de dérapage liés à l'évolution technologique moderne. Je prends la notion de non-co-belligérance, qui est une notion agitée tous les jours. Cette notion a besoin d'être réactualisée, car en effet, quand vous avez un AWACS, un avion d'observation, qui peut regarder le décollage d'une mouche jusqu'à 400 km de rayon. Quand vous avez des satellites qui repèrent une balle de golf dans un territoire, quand vous avez des repérages de cibles et des désignations de cibles et des guidages de tir qui sont faits par ces fameux AWACS, qui volent dans une zone internationale en mer Noire, qui, théoriquement, sont censés surveiller que les Russes n'empiètent pas sur le territoire otanien, Roumanie, Pays baltes, etc., mais qui, en réalité, tiennent la main des artilleurs ukrainiens et des tireurs de missiles ukrainiens. Vous dites qu'on est déjà co-belligérant, c'est ça. Donc, cette notion de co-belligérance doit être visitée, parce qu'en effet, ces systèmes de détection et de guidage otaniens sont partie prenante très directement au conflit. Oui, mais ça veut dire que Poutine décide de fermer les yeux sur cette co-belligérance. Jusqu'au moment où il ne les fermera plus. Voilà. Je vous signale que les Russes ont illuminé un avion radar, un AWACS français. Ils l'ont illuminé, c'est-à-dire qu'ils ont fait comme les Turcs avec le Courbet en Méditerranée en 2020. C'est-à-dire que quand on illumine... Le Courbet, c'était un navire, hein ? Un navire. Quand on illumine une cible, ça veut dire que normalement, dans la seconde qui vient, il y a un missile qui arrive sur la cible. Donc ils ont illuminé l'AWACS français en leur disant on n'allait pas plus loin, c'est ça ? Voilà. Et l'AWACS, ça fait quand même demi-tour, parce que l'étape suivante, c'est le missile. Les Russes ne l'ont pas envoyé, le missile, mais enfin, l'AWACS a compris le message et il a fait demi-tour. Cela dit, si la Russie descend un avion français, c'est une déclaration de guerre. C'est pour ça que c'est là où je veux en venir, c'est qu'avec les technologies modernes, l'hyper-rapidité des avions, des missiles et des systèmes de tir, avec l'instantanéité de cette technologie-là, on est à la merci d'un dérapage très facilement. Il y a un autre exemple, un avion russe avait déclenché un tir sur un AWACS britannique, cette fois-ci, et fort heureusement, ça n'a pas bien fonctionné, le missile n'a pas atteint l'AWACS britannique. Alors après, il a été question d'une erreur de transmission d'ordre du sol
à l'avion russe. Alors, quelle que soit l'explication, erreur de transmission de l'ordre ou quoi que ce soit d'autre, on n'est pas passé loin. Il y avait à peu près 30 personnes dans cet avion d'observation britannique. Imaginez qu'ils soient allés... Sur le tapis. Est-ce que, Anne-Laure et François, est-ce que la Russie, c'est notre ennemi ? Parce que Cyril dit, en gros, que Poutine nous a désignés comme son ennemi. Est-ce que nous, on doit le considérer comme notre ennemi ? Moi, je pense que les États, ce sont des monstres froids. On n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. Voilà, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est en très mauvais termes, c'est une réalité. Je ne pense pas que la Russie nous ait désignés comme son ennemi. C'est un enchaînement depuis 1991 de maladresses diplomatiques qui font qu'aujourd'hui, on se regarde comme des chiens de faïence, et c'est dommage. Il est évident qu'ils ne nous portent pas dans leur cœur, c'est une évidence, mais on n'était pas destinés à être leur ennemi. Oui, mais quand on voit la désinformation des Russes, mais la quand on voit ce qu'ils désinformation, font. alors pardonnez-moi de vous couper, mais c'est très bien la désinformation, mais c'est dans tous les pays, partout, dans tous les coins du globe. Oui. Vous allumez la télé, c'est de la désinformation. Voilà, à plus grande échelle. Oui. Hein, des informations à La minima par toxorue, c'est quand homicide. même grosse, non ? Mais elle est grosse partout. Nous sommes en guerre. Réellement, nous sommes en guerre. Donc, Nord Stream, bon. Nord Stream est un Tout le très monde bon sait dans les exemple. services de renseignement qui a fait le sabotage Nord Stream. Tout le monde le sait dans le service de renseignement, c'est les Américains. Et un peu des Norvégiens. Tout le monde le sait. Bon. Personne ne dit ça. Là, personne ne parle actuellement de ce que le procureur suédois a clos son enquête en disant « Ah, on ne sait pas. On sait simplement que la Suède n'était pas visée. » Vous parlez d'une conclusion. Et donc, c'est le blackout sur Nord Stream, alors qu'il y a très peu de pays qui peuvent réussir une opération pareille. Il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie. Merci Arthur. Ça, c'est de l'information ou de la désinformation Nord C'est Stream? une bonne question. Non, mais c'est quoi? Oui, mais je pense que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde convient que ça vient des Américains. Non, personne ne le dit officiellement, mais on convient que, à la limite, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que les Américains étaient très fâchés de la construction de ce Nord Stream. Trump s'était mis très en colère. C'est de l'information ou de la désinformation? Non, mais dites-moi, pendant la guerre. C'est de l'information. Voilà, donc pendant la guerre. C'était du mensonge. Alors pendant la guerre, on fait quoi? On désinforme. Non, mais d'accord, mais là, je crois pas que ce soit juste une question de sentiment entre la Russie et nous. Il y a des cyberattaques massives. Non, je sais bien, je ne vous dis pas. Oui, mais je regarde les faits. Le jour où on me montrera un pays en guerre qui désinforme pas ce sont les Russes qui organisent ça. Oui. Il y a des assassinats ciblés sur le sol européen. Oui, non, mais là, on sort de la désinformation. Ça pourrait être pris pour une offense. François Martin, je vous pose la même question qu'aux autres. Est-ce que la Russie est notre ennemi ? Je ne vois pas que Poutine ait déclaré en quoi que ce soit qu'il était notre ennemi. Et je pense que tout ce qui que ça. Jamais. C'est nous qui le désignons comme ennemi. C'est nous qui sommes co-belligérants. Attendez, je voudrais terminer. Je voudrais avoir un peu la parole. Poutine agite la menace nucléaire parce que nous l'agressons. Je veux dire, il faut quand même pas dire que depuis 91, c'est une série de maladresses. Il y a une stratégie américano-européenne qui consiste à manger les marges de la Russie, y compris en faisant rentrer l'Ukraine et la Géorgie, sans arrêt et permanent. Donc, c'est la Russie qui se sent l'agressée dans cette affaire. François, je vous coupe parce que je viens de prendre une décision. On va faire sauter un des deux sujets qui suivent. Voilà. On va faire une petite pause et on va reprendre le même sujet parce que je crois que là on est en train d'aborder ça devient profond cette histoire et on va en profiter. On va utiliser les 40 minutes qui sont aux deux sujets ensemble. Allez, à tout de suite. Il n'y a pas de sujet numéro 2 dans cette émission. Hein. Le sujet numéro 2, ce sera le numéro 3. Je vais vous expliquer ça. Bref, donc François Martin, on était sur la Russie, les rapports entre la Russie et l'Europe. Et moi, je posais la question, un petit peu titillé par Cyril Benassar, pour savoir si finalement la Russie est notre ennemi, parce qu'elle nous désigne comme son ennemi, même si François Martin le contexte. Et est-ce que maintenant, on doit répondre à ça en se positionnant très clairement ? François Martin. Dire ça, c'est retourner complètement l'histoire. Ouais. Je reviens sur ce que je disais au début. La Russie se sent européenne. Les tsars étaient européens.
Ils ont fait partie des campagnes, ils ont combattu Napoléon, etc., dans des guerres européennes. Aujourd'hui, l'élite russe parle français. Elle parle français, l'élite russe. Sa langue internationale, c'est le français. Donc, les Russes ne sont pas... Ils se considèrent comme des Européens. Je vous rappelle la phrase du général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Voilà. C'est ça, la Russie. La Russie ne nous désigne pas comme ennemis, et c'est pas son intérêt. Aujourd'hui, nous, la elle France, part à l'Est. ou nous, l'Europe? L'Europe. Aujourd'hui, elle part à l'Est parce qu'elle est contrainte et forcée. Mais vous avez remarqué que Poutine, dans son interview avec Carlson, n'insulte jamais l'avenir. Il dit pas ces espèces de clowns, etc. À aucun moment. Alors, il tire sur Macron parce que Macron fait des déclarations à l'emporte-pièce pour des raisons électorales, parce que comme il perd la main à l'intérieur et dans le domaine européen, et on va en reparler, il veut attirer l'attention sur lui et les caméras, comme il l'a déjà fait. Mais ça, c'est de la politique à usage interne, misérable. C'est pas de la politique internationale, mais la Russie ne nous considère pas comme des ennemis. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle irait faire à attaquer les pays baltes? Qu'est-ce qu'elle irait faire à se mettre dans une troisième guerre mondiale? La question pour l'Ukraine, elle l'a pourtant fait. Mais l'Ukraine, la partie russe de l'Ukraine a été bombardée pendant 8 ans avant que Poutine ne vienne la défendre. Ce n'est pas une attaque. Ne faites pas commencer cette affaire en 2022. Les parachutistes sont sautés sur Kiev pour tuer le gouvernement. C'est une contre-attaque. François Martin. C'est une contre-attaque. Il y a 8 ans de guerre civile auparavant, on n'en parle pas, dites-le. Il y a une prise de pouvoir des États-Unis en 2004, dites-le. Encore une fois, la ministre des Finances qui est arrivée au pouvoir, c'était la chargée du poste économique de l'ambassade des États-Unis à Kiev, à qui on a donné la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. Si ça s'était passé en France, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit on est colonisé par les États-Unis. Oui, mais pardon, est-ce que la Russie... il ne faut pas retourner le truc. Okay. La Russie en 2022 est l'agresseur. Voilà. Mais je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Qui est l'agressé? Pour moi, elle est l'agresseur. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Depuis 1991, rien n'a été géré et je souscris à tout ce que vous venez de dire. Ça ne légitime pas ce qui s'est passé en 2022. Et je suis navrée que ça se soit passé. Bon, en revanche... Comme message d'amour vis-à-vis de l'Europe, attaquer l'Ukraine, c'est quand même un message paradoxal. Pour moi, l'Ukraine, c'est pas l'Europe. C'était d'abord, avant tout, un pays que tout le monde considère... Non, mais enfin, pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui, on veut le faire entrer dans l'UE, enfin, patati patata. Les gars, pour moins que ça. Certes, mais n'oubliez jamais... son taux de corruption, on était les premiers à le citer. C'était pas un pays montré en exemple, donc je veux bien que ce soit devenu un ange tout à coup. Mais personne ne dit ça, et c'est un vrai problème. Alors, la corruption. Non. En revanche, qu'elle soit agressée depuis 2022, c'est évident. Oui. Mais encore une fois, pourquoi et comment on en est arrivé là? C'est très bien le présentisme, mais ça mène nulle part. Vous faites tous du présentisme. Ça a commencé le 24 février. Eh bien, voyez où on en est. Aujourd'hui, en 2024, on en est au point mort. Ça a commencé dans le Donbass en 2014, mais bien avant, en 91, et vous avez raison. Nous sommes en 2024, ça se terminera au Donbass. Donc, stop le présentisme. Si on avait des politiques qui sont capables d'un peu plus de densité, des journalistes également, de prendre de la hauteur, de la distance, un peu de rester calme et de penser les événements sur le très long terme, mais également avec un retour sur le passé, on arriverait peut-être à prendre un peu plus de décisions adéquates sur ce qui se passe aujourd'hui. Et revenir aux accords de Minsk ne serait pas une mauvaise chose. Ok, Cyril Benassar. Je voudrais revenir sur l'idée de François Martin selon laquelle on retourne les choses. J'ai envie de vous retourner le compliment. En réalité, non, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment que la CIA est présente depuis longtemps, que les États-Unis jouent leur jeu en Ukraine, mais pourquoi? Parce que l'Ukraine les a appelés au secours pour se protéger du géant russe qui les menaçait. Parce que l'Ukraine... Ah, mais bien évidemment. Exactement comme le Mali. Écoutez, c'est exactement comme le Mali qui nous appelle au secours pour se protéger d'une avancée islamiste, on y va pour leur sauver la mise. Et on a aussi des intérêts là-dedans qui sont qu'il faut arrêter l'islamisme. Reprenons le grand échiquier de Brzezinski, je pense que beaucoup de choses y étaient écrites. Non, c'est pas de la vérité. Non, c'est la vérité. Et la vérité aussi, c'est que peut-être que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, mais l'Ukraine se tourne vers l'Europe. L'Ukraine a décidé de tourner le dos à la Russie. Elle ne veut pas vivre dans ce monde-là, avec ces valeurs-là, avec cette culture-là, même avec cette civilisation-là. Elle se tourne vers le pays, vers l'Europe. Et je crois qu'il y a une question qui
crucial dans cette histoire et un sujet qui passe toujours à la trappe dans vos analyses géopolitiques qui sont brillantes, je vous l'accorde, je le dis sans ironie, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, dans la bouche de beaucoup de gens... Ça, c'est dangereux. Oui, ça fait un droit de l'homisme un peu ravi de la crèche. Il y a plusieurs mais c'est quand même une réalité. Et la résistance farouche des Ukrainiens prouve que ça n'est pas une manipulation de la CIA qui est allée voir un peuple qui ne demandait rien et qui les a manipulés à coup de propagande pour qu'ils se tournent vers l'Europe. Vous ne prenez pas de nuance, vous parlez de manipulation et hop, c'est encore une fois, vous gommez le présent. Non. On parle des gens. Je dis qui adhèrent à Les États-Unis, c'est un monstre froid. Attendez, pardonnez-moi. Comme la Russie. Ils pensent à leur mais intérêt, ils je le font dis bien. Moi, je suis précisément d'accord avec ce qu'ils font. qu'il y a dans la résistance ukrainienne qui est déterminée, je veux dire, dont qu'on ne peut pas mettre en doute, autre chose que le résultat d'une propagande pro-occidentale. Il y a une vérité d'indépendance qui n'est pas nouvelle d'ailleurs. Depuis le début du XXe siècle, avec l'épisode Nestor-Makhno, il y a une volonté d'arracher une république indépendante et qui se détache de la Russie. Et ça continue, et ça ne s'arrêtera pas. Vous êtes en accord avec ce que dit Cyril Benassar ? Non, pas tout à fait. Je crois qu'il faut repartir, comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, de 1991. James Baker, le secrétaire d'État américain, avait fait une promesse devant témoins, il y a des documents diplomatiques, comme quoi l'OTAN ne s'élargirait pas à l'Est, et donc Moscou a laissé se faire la réunification allemande paisiblement, etc. Bon. Cette promesse a été violée en 1994, en 1997, en 2004, etc. Pourquoi Washington a mené cette politique d'extension de l'OTAN, qui est une alliance atlantique, or là, maintenant, ça s'étendait à l'Est, contrairement à sa vocation défensive. Et alors que le pacte de Varsovie a été démantelé, et donc la vocation défensive n'avait plus lieu d'être. Donc ça devenait une vocation extensive, impériale, pour pas dire offensive. Sauf que l'OTAN n'allait pas rentrer dans l'OTAN. C'était pas l'Ukraine n'allait pas rentrer dans l'OTAN. Non, mais ça a été écrit dans sa constitution. Oui, ils aimeraient bien, mais on n'était pas. Non, dès 2019, Tout le monde a toujours dit que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN. Attendez, laissez-moi finir mon raisonnement. S'il vous plaît, on laisse Laura. Mon raisonnement. Pourquoi les États-Unis ont-ils fait ça? Pour quelle raison? Les États-Unis ont toujours été préoccupés par l'idée, et déjà incarnée par l'Allemagne du temps où elle avait ses accords gaziers justement avec la Russie, les États-Unis ont toujours été préoccupés, comme ils le sont maintenant par la concurrence économique chinoise, ils l'étaient par la potentielle concurrence économique européenne. Vous avez 450 millions d'Européens à haut pouvoir capitalistique et d'éducation et de technicité. Et vous avez 17 millions de kilomètres carrés russes bourrés de matières premières. Vous assemblez les deux. Vous avez une entité économique qui écrase les États-Unis. Malgré leurs privilèges monétaires, ça les écrase. Alors, si on dit que je rejoins Anne-Laure qui dit les États sont des monstres froids. Oui, justement. Donc la Russie n'a pas agi comme un monstre froid en attaquant l'Ukraine. Elle a agi comme un homme avec beaucoup de tempérament Franck, et sans doute de manière fautive. Comme dit Anne-Laure, pas de présentisme. Très intéressant. Les avertissements lancés par Moscou aux États-Unis, parce que c'est eux qui dirigent, les Européens sont des laquais des Américains, sont des laquais. Leur a dit arrêtez. À Bucarest en 2008. Et les Américains ont continué parce que les Américains ne veulent pas de synergie et c'est pour ça qu'ils ont saboté Nord Stream. Ils ont saboté Nord Stream pour obliger les Allemands à un sevrage gazier qui est aussi celui d'une grande partie de l'Europe. Et voyez où en est l'industrie allemande maintenant. Elle tombe comme une pierre. Et par effet domino, ce sont d'autres économies européennes qui vont tomber comme des pierres puisque tout est imbriqué. Et les Américains voulaient éliminer un concurrent économique très dangereux dans l'Europe. Et ils ont un autre concurrent économique très dangereux chez la Chine. Et ils s'occupent aussi de la Chine. Et c'est pour ça que j'accorde une importance énorme à la manifestation de la vérité sur Nord Stream. Ce qui veut dire que ça veut dire que le combat d'une grande démocratie ou d'un ensemble démocratique qui serait l'Occident contre deux dictatures qui seraient la Russie et la Chine, ça n'a pas c'est du pipeau. C'est du pipeau. Là, je suis romantique. Je suis romantique volontairement. C'est l'histoire racontée aux enfants, ça. Quand
quand on s'allie pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Staline contre Hitler, on choisit une dictature contre une autre. Parce que là, on est pragmatique pour sauver sa peau. Si vraiment il s'agissait de morale et de dictature, pourquoi est-on si gentil encore avec les Chinois qui massacrent les Ouïghours et les Tibétains, hein? Et pourquoi on est si gentil avec Mohamed Ben Salman qui pilote une dictature impitoyable en Arabie Saoudite, qui coupe en morceaux un journaliste, qui exécute chaque semaine des gens, etc. C'est l'histoire, c'est la comtesse de Ségur, ça, la lutte contre la dictature. La réalité, ce sont des intérêts structurels, économiques, politiques. C'est pas du tout une lutte contre les dictatures. Et en fait, évidemment, on peut dire les Russes, il y a une paranoïa, ils ont peur de l'encerclement. Bon, c'est dans la culture russe, c'est comme ça, c'est une donnée. C'est dans la culture russe. C'est une plaine immense. Ils ont été parcourus par des invasions terribles. 250 ans de hordes d'or, de Mongols islamisés, ont laissé un souvenir de terreur effroyable. Et donc, effectivement... Et comme les communistes ont laissé des souvenirs... la mémoire des peuples. Bravo, Arthur. Mais de partout. C'est très intéressant, vous avez raison. Mais les communistes ont laissé des souvenirs épouvantables en Europe de l'Est. Mais on vous demande simplement de vous... Il faut que... Mais oui, mais... Pardon, vous allez parler à un Polonais, vous allez parler à un Tchèque, ils sont épouvantés. Eh bien, parlez aux Russes de la façon dont ils ont été traités par les Polonais au Moyen-Âge. Ah, mais bien à sûr. À ce moment-là, voilà. Dites-le. Alors, dites-le dans les deux sens. D'accord, bien sûr. On réécrit l'histoire, mais on regarde que l'histoire. L'Europe, les Finlandais, les Pays-Bas... sujet, là, pardonnez-moi, mais... Des pays d'Europe centrale, la mémoire n'est pas si récente. C'est le rideau de fer et c'est l'impression soviétique. C'est Budapest, c'est Prague, c'est Gdansk. C'est ça la mémoire récente. Oui. J'appelle l'attention. Et s'ils se tournent vers l'Europe, c'est pas pour rien. Repartons depuis 91, c'est déjà largement suffisant pour le public, hein, je pense. Il y a une chose qu'on sait assez peu, c'est que Poutine, dans les premiers moments, quand il arrive à la tête de la Russie en 2000, dans les premiers moments, il propose même un partenariat de la Russie avec l'OTAN. Poutine, au départ, croit qu'il va être possible d'organiser un système, une architecture de sécurité en Europe en s'alliant avec l'Union européenne et avec... Et vous pensez que c'était imaginable que l'Europe, avec des démocraties imparfaites, s'allie avec une dictature imparfaite, véritablement? Comme l'Amérique s'allie avec Staline contre l'Allemagne nazie. On a la Turquie dans l'OTAN qui n'est pas un modèle. Et Erdogan est le pire des dictateurs. Il est toujours dans l'OTAN. Il est quand même soumis à des élections. Hein. Ah oui. Elles sont bien truquées. Il n'y a plus de liberté de presse. Il n'y a plus un journal indépendant en Turquie. Toute l'opposition est en prison, en exil. Alors parler d'élections. La Turquie est dans l'OTAN. La Turquie n'est absolument pas embêtée par les États-Unis. La Turquie a participé au massacre des Arméniens, personne n'en a parlé. Enfin, je veux dire, c'est très bien, mais bon, c'est un peu léger tout ça. Hein. Je sens qu'on pourrait, voilà, absolument. On pourrait faire d'ailleurs de semaine en semaine un débat sur la guerre russo-ukrainienne. En réalité, elle englobe énormément de sujets. Non, je vous propose d'arrêter ce sujet en deux sujets et on va aller basculer sur la situation des paysans en France vis-à-vis de l'Europe. Allez, rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour. Révolte paysanne en France, mais en réalité révolte en Allemagne, révolte aux Pays-Bas. Donc on va essayer de regarder un petit peu quelle est la part de l'Europe dans la situation que vivent les paysans français, avec des grandes revendications de simplification, entre autres choses. Cyril, c'est vous qui commencez. Oui, moi je me souviens qu'au début de cette crise agricole, quand les paysans ont commencé à bloquer, on a essayé d'identifier plusieurs problèmes. Et en réalité, il y a beaucoup de causes à ce qu'on appelle la crise agricole. On pourrait même le mettre au pluriel, il y a des crises agricoles. On a réussi à régler, le gouvernement a réussi à régler des problèmes conjoncturels assez faciles à régler. La taxe sur le gasoil non routier qui a été enlevée. Il y a eu des aides, il y a eu des allègements de charges, il y a eu tout ce que l'État peut faire en faisant des chèques, comme il fait souvent en cas de crise. Et puis après, on est arrivé dans le dur, les problèmes structurels, c'est-à-dire en gros, si on peut schématiser, on
on leur impose des normes environnementales, sociales, de toutes sortes, qui sont même... Il y a même une j'ai oublié le terme... surinterprétation des normes en France par rapport à l'Europe, d'un côté, et puis on les expose à la concurrence européenne, voire à la concurrence mondiale. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est pas un modèle viable. Et on a réalisé à ce moment-là qu'on pouvait agir sur 2 leviers, soit sur les normes écologiques, soit sur le libre-échange. Et évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a agi sur les normes écologiques. On a réduit, autant qu'on pouvait, les normes qui les contraignaient. Alors ça pose des tas de problèmes, parce que les normes écologiques, ça met en rivalité, en concurrence, les agriculteurs eux-mêmes. L'histoire des néonicotinoïdes, ça a été arrêté parce que ça a exterminé les abeilles. Les apiculteurs ont tiré le signal d'alarme depuis longtemps. Et puis on s'est rendu compte... Derrière les abeilles, c'est la pollinisation, c'est tout ça. Oui, ça crée de gros problèmes. On les a enlevés. Et du coup, les producteurs de betteraves se sont dit, sans ce produit, on ne peut plus produire de betteraves. Ils ont arrêté de produire des betteraves. Donc il y a des contradictions comme ça à l'intérieur de ça qui sont assez insolubles. Quant au libre-échange, l'Europe ne touche pas au libre-échange. Le Mercosur, Macron est le seul à vouloir y mettre fin en Europe. Alors que l'Espagne est ultra favorable. Oui, il y en a beaucoup parce que chacun voit ses intérêts dans le libre-échange. Et en fait, l'idée que, en revenant sur le libre-échange, on va régler les problèmes, je pense que c'est un leurre, c'est une utopie. C'est-à-dire qu'on va peut-être régler le problème de certains agriculteurs, et peut-être même de tous si on revient beaucoup sur le libre-échange, mais on va mettre d'autres corporations dans la rue, parce que ça va ruiner des secteurs entiers de l'activité et puis surtout qui vivent de l'exportation. Non, mais surtout l'agriculture, c'est pas une agriculture. Non. Entre le petit paysan et le grand céréalier, il y a un monde. Entre celui qui produit de la viande et celui qui fait de la betterave sucrière, c'est aussi un monde. Ouais. Donc c'est très compliqué. L'idée facile qui serait de dire que l'Europe est un problème, c'est pas pour les agriculteurs français en tout cas, ça n'est pas gagné. D'ailleurs, la preuve, les agriculteurs qui sont réputés pour être pleins de bon sens votent centre droit depuis la guerre. Centre droit, c'est pour eux la garantie qu'on ne touchera pas à l'Europe, parce que c'est le noyau politique le plus favorable à l'Europe. C'est bien la preuve qu'ils comprennent bien que dans une dérégulation qu'entraînerait la fin de la PAC et la fin de l'Europe, ils seraient perdants. François Martin. C'est vrai, mais je pense qu'il faut remonter au problème structurel de départ. Au départ, lorsqu'on crée... Moi, j'ai passé ma vie dans le commerce international de l'alimentaire. J'étais trader de sucre pendant 10 ans, et après, j'étais trader de lait. Dans 10 ans. Donc c'est vous qui étiez le salaud qui fixait les prix pour le pauvre paysan qui n'arrivait pas à vendre son... Non. Félicitations. Ce que je veux dire, c'est que quand on a créé l'Europe au début, c'était une rivalité franco-allemande. Parce que l'Allemagne était essentiellement industrielle et la France était industrielle et agricole. Et je vous rappelle que la politique de la chaise vide du général de Gaulle, c'était pour imposer la PAC, c'est-à-dire un système où les agriculteurs puissent être protégés à l'extérieur et exporter leurs marchandises. À travers 9 milliards d'euros. Voilà, ce qu'on appelait la politique agricole commune à l'époque, et c'était basé sur un système qui s'appelait les prélèvements, un prélèvement ou les restitutions. C'est-à-dire quand on voulait exporter du sucre, on allait à la commission, on allait aux enchères pour toucher des restitutions qui nous permettaient de baisser les prix pour exporter à l'extérieur. En 92, on a cassé ce système qui était donc un système de compensation automatique en faisant un système d'aide. Et à ce moment-là, les paysans européens en général et français en particulier, se sont fait avoir parce qu'au lieu que la compensation soit automatique, elle dépendait de la politique d'aide qui était faite par le gouvernement. Ça, c'est un cours d'histoire. On sort du présentisme. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est exactement en plein dedans. La raison pour laquelle les paysans français sont étranglés, c'est parce que la politique agricole commune, en fait, n'existe plus et a donné de fait, elle compense l'importation de marchandises moins chères, c'est-à-dire le libre-échange avec le Mercosur, la Nouvelle-Zélande, etc., pour protéger l'industrie, l'exportation de l'industrie allemande. C'est ça. Donc c'est un problème qui n'a pas de solution, sauf à changer complètement la nature de la PAC d'aujourd'hui et de revenir à un système de protection. Comme d'ailleurs toutes les agricultures se sont faites, l'agriculture européenne, l'agriculture américaine, etc., etc. Voilà. Laurent Artaud-Duplessis, avant tout, le problème est là. Non, mais je suis d'accord avec chacun. Nos viticulteurs, je crois qu'ils sont assez contents de pouvoir exporter et d'avoir le libre-échange. Donc c'est un problème qu'il faut revoir au cas par cas, si c'est encore possible.
c'est extrêmement compliqué. Dire adieu au libre-échange, ça mettrait énormément de gens dans un embarrassant. Non, c'est une évidence. Donc, comment, encore une fois, on sort du présentisme, comment on en est arrivé là? Il est sûr que mettre en concurrence des agriculteurs français avec des agriculteurs espagnols, il y a eu, à un moment donné, peut-être des manquements de réflexion. Il faut si c'est encore possible, réécrire certains chapitres de cette histoire. Oui, mais entre la Pologne, entre les coûts de production en Pologne, et je ne parle même pas de l'Ukraine, vous avez raison, entre les coûts de production de céréales en Pologne et les coûts de production en France, c'est gigantesquement différent. Ah oui, mais vous avez vu que les Polonais, je rebondis sur la Pologne... Et les Polonais eux-mêmes se révoltent contre les Ukrainiens. Contre l'Ukraine, donc voilà, donc tout ce qui a été fait peut être défait. Comment on fait marche arrière? Comment on peut repenser ce qui a été mal réfléchi? Arthur, qu'en pense Oui, moi je suis de cet avis aussi. Je crois que comme l'a dit François tout à l'heure, l'agriculture sert souvent de variable d'ajustement pour des échanges internationaux où l'on privilégie les exportations industrielles et où on fait des concessions sur les produits agricoles. Et c'est d'autant plus facile à faire que les paysans en Europe sont de moins en moins nombreux proportionnellement. Oui, c'est 2% de la population en France. Donc on peut leur passer dessus. On peut leur passer dessus. C'est pas très gênant électoralement. Et on les sacrifie. Et on les sacrifie d'autant plus volontiers qu'il y a dans nos élites, en France et en Europe, une mentalité, je dirais, mondialiste dans tous les sens du terme, qui fait que de toute façon, l'idée de préserver une petite paysannerie attachée à son terroir et véhiculant de vieilles traditions millénaires, c'est pas la priorité. Oui, mais Laurent, pardon, mais ça fait longtemps que ça a cessé. Les exploitations agricoles, elles sont 4 ou 10 fois plus grandes que même il y a 20 ans. Mais il y a donc, quand même... il n'y a plus de petites paysanneries. Il y en a mais il y a, très marginalement. C'est-à-dire qu'elles ont grandi dans le sens que vous avez des tracteurs de 40 tonnes maintenant. Et qu'il y a plus de terre. Et que chaque paysan a un tracteur de 40 tonnes. Oui. Donc, effectivement, il a un lopin de terre plus vaste par rapport à son ancêtre qui était avec la charrue et le cheval. Vous l'entendez dire. Néanmoins, vous n'allez pas comparer cet agriculteur là avec des grands céréaliers qui ont des centaines d'hectares. Les paysans, il y a deux sortes d'exploitants agricoles. Il y a le petit paysan, même s'il est plus... Il a quelques dizaines d'hectares. Voilà, ouais. Mais ça reste un petit paysan. Ouais. Il travaille un peu tout seul sur son tracteur. Il emploie 2, 3 ouvriers immigrés de temps en temps, etc. Tandis qu'un grand céréalier qui a des moissonneuses-batteuses de 70 tonnes, qui les met en ligne sur 4 rangées... Oui, et qui fonctionne avec et qui coupe des centaines d'hectares de blé, il a pas la même vie que le gars sur son tracteur toute l'année. Hein. Je voudrais quand même poser... Pardon, il y a un truc manifestement de ce que je vous entends dire. En gros, on est dans l'impasse. Pourtant, il y a une révolte de paysans. Et moi, je vais partager avec vous une intuition. Je me demande si leur combat, c'est pas tant sur leurs revenus, parce qu'en fait, certains se sont habitués à avoir de très bas revenus, mais surtout, et c'est horrible à dire, hein, mais c'est comme ça, mais est-ce que c'est pas surtout qu'ils perdent un temps dingue à faire de la paperasse et qu'ils se disent, mais les 2 heures ou les 6 heures que j'ai passées à remplir tel papier et finalement qui va m'être renvoyé par l'administration, j'aurais pu les passer à faire autre chose qui m'aurait augmenté mon revenu. En même temps, quand le gars touche 300 € en bénéfice net au bout d'un mois de boulot, c'est pas suffisant pour qu'il puisse vivre, le pauvre. Et si en plus il doit gérer devant son ordinateur tous ces formulaires, et il devient maintenant un bureaucrate, et il devient un agent du capitalisme, en ce sens qu'il doit payer les traites de son 50 tonnes, son tracteur de 50 tonnes qui vaut une fortune, et des engrais qui valent une fortune, etc. Et le pauvre gars, il se retrouve avec 300 € à la fin du mois. Comment voulez-vous qu'il se suicide pas? C'est bien pire que ça. Il y a vraiment un sentiment de la perte de dignité de l'agriculture par rapport à la façon dont, non pas les Français le perçoivent, parce qu'ils sont extrêmement sensibles, donc nos gouvernements, et je dirais nos gouvernements modernes, et ça, c'est depuis la Révolution française.
l'un des objectifs de la Révolution française a été de détruire la paysannerie. Je vous donne un exemple. C'est la prise de pouvoir de la bourgeoisie. Voilà, exactement. Okay. Lorsque la première grande réforme qui aurait dû être faite par la Révolution, c'est une réforme agraire pour que les multiples petits paysans puissent avoir leurs terres. Lorsqu'on a vendu les biens des émigrés et les biens de l'Église, on a interdit aux paysans on a interdit le morcellement des terres pour qu'ils puissent acheter des terres à leur niveau. Et on leur a interdit, ils ont demandé, bon, puisqu'on ne peut pas avoir des petits bouts de terre, est-ce qu'on peut se syndiquer à 20, 30, à 50 pour ? On leur a interdit aussi, c'est-à-dire on a sacrifié volontairement la paysannerie, comme ça avait été le cas en Angleterre, etc., parce qu'on voyait déjà les perspectives industrielles et qu'on avait besoin de main-d'œuvre et que la paysannerie était... Donc c'est un très ancien combat et la modernité, quelque part, ne reconnaît pas à la paysannerie ce qu'on lui doit en termes de, je dirais, d'existence. Le peuple le reconnaît, mais en fait, les États, les gouvernements ne le reconnaissent pas. Oui, enfin, et peut-être aussi que les peuples, ils le reconnaissent d'un côté, mais que d'un autre, ils achètent des produits espagnols, des fraises gavées de pesticides, et d'autres pays, d'autres produits qui viennent d'ailleurs. Donc en réalité, comme d'habitude, ils sont clivés entre leur porte-monnaie et leur cœur ou leurs racines. Cyril Benassa. Ouais, moi, je vois qu'on peut tout à fait étudier des mouvements historiques qui font que la révolution industrielle a transformé la plupart des paysans en prolétaires pour l'industrie. Mais j'ai du mal avec les formules comme vous venez de le faire, qui disent la révolution française a voulu détruire la paysannerie. Non, c'est peut-être un effet d'une évolution historique, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté à quelque moment que ce soit l'histoire de la bourgeoisie, de vouloir détruire la paysannerie. Enfin, j'ai du mal avec ce genre de formule. Maintenant, pour revenir, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je pense qu'il faut distinguer deux agricultures. Effectivement, le céréalier, il y a des champs immenses. Celui-là, il n'est pas... réaliste, lui. Oui, et il ne rentre pas du tout dans la description qu'on fait de l'agriculteur qui a des difficultés. Moi, je connais un peu les paysans autour de chez moi, dans le sud de l'Essonne. Ils sont richissimes. Ils sont richissimes, vraiment. Donc, ça ne correspond pas à la description qu'on en fait. C'est des grandes terres agricoles, ils font des céréales, ils font du maïs, voilà, ils ont des propriétés immenses. Ils roulent sur leur... C'est des éleveurs pour la plupart. Oui, ceux qui sont dans nos difficultés, ce sont les autres. Et la FNSEA, leur président est un représentant céréalier, bien sûr. Maintenant, vous évoquiez l'idée qu'on serait dans l'impasse. Moi, je pense que peut-être que une façon de sauver une partie de la paysannerie, ce serait de faire l'idée qui a été avancée, qui est d'étendre l'exception culturelle à une exception agriculturelle. On a sauvé le cinéma français en sortant du marché mondial de l'industrie cinématographique. On pourrait peut-être sortir du marché mondial une partie de la paysannerie parce qu'il y a d'autres intérêts au fait qu'économiques, au fait de garder nos paysans. C'est eux qui entretiennent le paysage, c'est eux qui font vivre la prairie, c'est eux qui Et vous le voyez faire comment ? Je vais vous céder la parole à... Un statut particulier pour certains paysans qui voudraient rentrer dans ce système, ce fonctionnement, dont seraient exclus ceux qui veulent exporter en grosse quantité leur production, qui seraient aidés, qui seraient protégés, qui seraient subventionnés, exactement comme le cinéma français fait qu'il a survécu grâce à des aides qui continuent de l'être. C'est une loi Lang qui fait que les blockbusters américains permettent de financer les 250 films français. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour la... Je suis pas sûr. Le cinéma français, il est plutôt mort. On les a largement sauvés. Le cinéma français n'est pas mort du tout, c'est incroyable. Il est ultra subventionné et ultra nul, comme le montre un bouquin d'Eric Nehoff qui était très drôle sur la question. Mais il survit. Il y a énormément d'équipes qui survit. On peut pas dire que le cinéma français est mort. Alors, je connais un peu le sujet. Il y a beaucoup de films, il y a une quantité incroyable de films que personne ne voit. C'est un modèle économique. Mais qu'ils existent. On est les seuls avec une distribution, etc. L'industrie italienne est quasiment morte, l'industrie anglaise est quasiment morte, l'Allemagne fait 20 films à l'année, la France en produit entre 250 et 300. On peut dire que c'est intéressant comme projet, parce que ça a fonctionné pour le cinéma. Mais je veux vous céder la parole, Anne-Laure. Pour finir peut-être en un mot, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la dignité des agriculteurs qui seraient subventionnés, qui entretiendraient une espèce de
d'agriculture patrimoniale, presque musée, quoi. Mais c'est peut-être la seule Voilà, mais c'est peut-être la seule façon de les sauver et de sauver les paysages français, parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Alors, ce sera le mot de la fin. Je rejoins ce que vous dites, Cyril, et c'est ce sur quoi je voulais intervenir. Oui, il faut une exception. Il n'y a rien d'honteux à avoir une exception culturelle. Il n'y aura rien d'honteux d'avoir une exception agricole, ne serait-ce que pour une chose. C'est parce qu'on s'est rendu compte depuis la crise du Covid de l'importance de la souveraineté. Exact. Et la souveraineté alimentaire française doit être le pari de demain, l'urgence de demain. Donc on va y revenir. Et moi, pour le mot de la fin, je suis plutôt optimiste. Je pense qu'on commence à comprendre l'importance de la souveraineté, quelle qu'elle soit, alimentaire, culturelle, mais alimentaire encore plus. Oui. Ok, très bien. Écoutez, on s'arrête là. Merci beaucoup. Très belle synthèse. On va se retrouver d'ici 15 jours pour une nouvelle émission. Merci, madame. Merci, messieurs. Laurent, je rappelle votre nouveau livre, Au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Ce sera l'occasion de se revoir, Laurent. À très bientôt. Merci.